Nous allons donc reprendre pour cet après-midi, cette seconde séance, et la perspective dans l'après-midi, dans cette première partie de l'après-midi, c'est donc celle des rapports d'un certain nombre de chaires du Collège de France, psychologie, neurosciences, avec Freud. Et vous avez des présentations des orateurs dans le programme, donc nous ne perdons pas de temps à les présenter. Le premier est Jean-Pierre Changeux. Alors, merci pour cette invitation qui me touche beaucoup et merci à Cécile Surprenant qui a également fait un très joli texte sur l'histoire des professeurs de neurosciences au Collège de France. Merci pour vous tous. Je crains un petit peu de vous décevoir car le thème c'est évidemment Freud et je crains que je ne parle pas beaucoup de Freud, mais vous pourrez évidemment intervenir dans la discussion avec tout le bonheur, l'agressivité ou la tristesse que vous souhaiterez. Et je vais commencer. Ça, c'était pour les psychanalystes et qui leur donnait un peu de grain à moudre. L'origine de l'homme neuronal doit cependant beaucoup à Freud. Et ça peut vous paraître tout à fait surprenant, mais un jour, en 1979, Jacques-Alain Miller, qui dirigeait la revue Ornicar, qui ensuite a été surnommé l'âne, enfin qui a été repris sous le terme l'âne, m'a demandé de venir m'entretenir avec lui et plusieurs de ses collègues. C'était une sorte de guet-apens, je veux dire, et je me suis trouvé enfermé dans une salle, pas à clé quand même, heureusement, mais autour de ces chercheurs, et qui m'ont posé question après question en me disant ben, vous allez être enregistré et on va avoir vos réactions à des questions. Comment expliquez-vous le fait qu'un mot puisse créer un changement d'émotion chez un sujet, des choses de genre, etc. Donc j'ai évidemment essayé de répondre avec sincérité à toutes leurs questions et ça s'est conclu par quand même un moment de réconciliation et je dirais de fraternité presque. Et Jacques-Alain Miller alors m'a dit écoutez, vous nous faites un exposé sur l'homme neuronal. Je lui ai dit oui, vous avez trouvé le terme. C'est lui qui l'a inventé. Donc je lui d'ailleurs donne crédit dans l'introduction du livre lorsqu'il a été écrit quelques temps plus tard. Et je dois dire que c'est pour moi évidemment un lien sans ambiguïté avec Jacques-Alain Miller et avec une certaine forme de tradition freudienne. Et à cette occasion, Jacques-Alain Miller m'a dit bon, peut-être que le moment est venu de réécrire l'esquisse d'une psychologie scientifique. Alain, ce matin, vous en a déjà parlé. Je ne pense pas qu'il faille la réécrire, mais je pense qu'il faudrait l'écrire. Et à cet égard, je vais essayer aujourd'hui avec vous de poser quelques jalons. Je n'ai pas du tout la prétention de faire ce travail, mais je pense que ce serait un travail très intéressant à faire tous ensemble, toutes les disciplines confondues, et peut-être une œuvre du Collège de France commune, pourquoi pas, qui permette de progresser dans une synthèse qui réunisse psychologues, neurobiologistes, spécialistes des calculs computationnels, etc. Donc voilà la présentation de mon exposé aujourd'hui. Essayez de voir, 30 ans après, si un certain nombre des propositions qui ont été faites dans l'homme neural sont toujours valides, si elles sont enrichies, ou au contraire, si elles se sont appauvries et mises en cause. Et puis, à cette occasion aussi, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai commencé par
un peu de musique, c'est qu'avec Pierre Boulez et Philippe Manoury, qui sont deux compositeurs, nous avons fait un échange, un dialogue à trois sur le cerveau et la musique. Et je vous recommande également cet ouvrage si ce sujet vous intéresse. Alors, l'homme neuronal commençait par après un chapitre introductif, le cerveau en pièces détachées, le pouvoir des gènes et l'anthropogénie. Vous avez déjà eu ce matin, fort heureusement, une présentation par Alain Prochian de certains aspects de cette question-là. Mais je voudrais quand même dire que dès le départ, l'idée que toutes nos fonctions cérébrales, jusqu'au plus élevé, reposent sur un certain nombre de composantes élémentaires. D'une part, la cellule nerveuse, je ne vais pas la redéfinir avec vous, les cellules gliales, qui ont peut-être été un peu omises dans l'homme neuronal, mais aussi les contacts entre cellules nerveuses, que sont les synapses, dont vous voyez la structure en microscopie électronique. Et il reste évidemment toujours vrai que le réseau neuronal, qui est d'une extraordinaire complexité, est un réseau discontinu. Réseau discontinu, ça veut dire que au niveau des synapses, en particulier ce qu'on appelle les synapses chimiques, ou des neurotransmetteurs qui sont des signaux chimiques qui interviennent, tout transfert d'informations, essentiellement des signaux électriques, passe par un signal chimique qui est libéré dans l'espace, qui agit sur un récepteur et qui entraîne un changement des propriétés électriques dans la membrane postsynaptique avec un changement de conformation. Et ça, depuis l'homme neuronal, ces récepteurs ont été étudiés au niveau atomique. Leurs changements conformationnels sont connus et on peut désormais dire que la résolution de l'activité nerveuse qui est à l'origine de toutes nos fonctions cérébrales peut être étudiée au niveau non seulement moléculaire mais atomique. Et ce n'est pas une position réductionniste de dire que tout est molécules et atomes dans notre cerveau, c'est simplement un fait. Notre cerveau est un système chimique et physico-chimique dont toutes les composantes commencent à être déchiffrées et connues. Ce point-là est un point très important parce que lorsqu'on dialogue avec des personnes qui travaillent sur les ordinateurs ou qui essayent de simuler les fonctions du cerveau, ils sont tous surpris par le fait que le cerveau est lent. Le cerveau humain est extrêmement lent, il fonctionne à la vitesse du son, même inférieure à la vitesse du son, alors que les ordinateurs fonctionnent à la vitesse de la lumière. Et je me rappelle Alain Cohn me demandant, dans un dialogue il y a quelques années, pourquoi le cerveau est si lent ? Simplement parce qu'il y a une évolution. Et dans le laboratoire, M. Basseur a été découvert que ce type de récepteur se trouve déjà chez les bactéries. Donc la vitesse à laquelle fonctionne notre cerveau est imposée par la structure des protéines qui sont apparues il y a plusieurs milliards d'années. Et notre cerveau contient pratiquement les mêmes molécules. Les récepteurs de neuromédiateurs sont déjà présents chez les bactéries. Donc il y a des contraintes de base qui sont liées purement et simplement aux propriétés moléculaires de notre cerveau. Ce qui fait que le philosophe suédois Peter Gadansfors, j'aurais aimé qu'il soit français, mais enfin bon, les composantes moléculaires et cellulaires de la pensée sont en face de vous. Et évidemment, quand on dit ça, que le cerveau est un système physico-chimique, on a dit des choses évidentes, tout le monde, j'espère, le pense, est convaincu. Il n'y a pas autre chose que ça, sauf que ces molécules ne sont pas en désordre dans notre cerveau, loin de là. Notre cerveau n'est pas un sac de molécules. Notre cerveau est organisé. Et ça, c'est un point qui avait déjà été souligné par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, aussi bien par les auteurs qui ont réfléchi, même déjà par Descartes. Et cette organisation, elle est issue évidemment du processus d'évolution. Certains éléments
ne changent pas, j'ai parlé des récepteurs, d'autres changent. Et entre autres, comme vous voyez ici, l'organisation de notre cerveau, des Homo habilis à Homo sapiens, et l'idée que j'ai essayé de présenter déjà dans l'homme neuronal et qui tend à se confirmer, accepter, j'espère, c'est que, en fait, il faut que nous distinguions plusieurs niveaux d'organisation à l'intérieur de notre cerveau, emboîtés les uns dans les autres. Évidemment, le niveau moléculaire, j'en ai parlé, et puis j'y suis aussi très, très attaché, tant que j'ai travaillé sur les bactéries et sur le cerveau au niveau moléculaire, mais ça n'est pas simplement ça, la raison. C'est que nos cellules nerveuses et gliales sont constituées de molécules. Ces cellules nerveuses s'assemblent elles-mêmes via les synapses en réseau. Et ces réseaux s'assemblent en réseau qui constituent une complexité hiérarchique croissante. On peut peut-être baisser la lumière. Là, c'est peut-être... Non, c'est ça que vous voulez. Est-ce qu'on peut baisser la lumière ici? Là, je ne sais pas comment on le fait. Bon, peu importe. Cette idée-là est évidemment extrêmement importante parce que c'est précisément au cours... voilà, merci beaucoup. Au cours de l'évolution biologique que la cellule nerveuse d'abord est apparue, que ces divers réseaux se sont constitués. Vous avez le nom des espèces. Et finalement, vous arrivez à un cerveau qui est capable de vie consciente et de vie sociale simultanément. C'est le cerveau de l'homme. Et pour être plus précis encore, il y a évidemment une évolution au niveau génétique darwinienne qui se manifeste par la présence d'Homo sapiens, une évolution au cours du développement du fœtus qui va faire intervenir, j'y reviendrai, une sélection au niveau des connexions. Et puis vous avez aussi la dynamique de la pensée liée à l'activité spontanée ou évoquée lors de l'interaction avec le monde extérieur, qui va affecter les efficacités synaptiques, et pas simplement le nombre de synapses. Et puis vous avez quand même toutes les mémoires extracérébrales, qui sont les œuvres d'art, les textes écrits, que sais-je encore, et qui peuvent persister des millions d'années. Donc, pour bien comprendre le cerveau humain, il faut le mettre dans ce contexte évolutionniste, selon moi, et prendre en compte toutes ces diverses évolutions si on veut vraiment avoir une approche constructive du cerveau de l'homme. Donc, je dirais que c'est un système biologique, physico-chimique, engagé dans la communication sociale, la transmission culturelle. Et là, pour répondre à Vernon, qui m'avait posé la question, mais où est l'histoire là-dedans? Eh bien, l'histoire, elle est produite et internalisée par le cerveau, et en particulier l'histoire individuelle du sujet dans un contexte socio-culturel défini. Alors, quelques mots sur l'évolution au niveau génétique. D'abord, les ancêtres de l'homme, et je trouve qu'il est assez intéressant de montrer qu'il y a une enveloppe génétique dans cette évolution. Si simplement on examine, on met en parallèle, on confronte le moment où cet Homo habilis est apparu, la taille de son cerveau et les outils qu'il produisait à l'époque. Après Homo habilis et d'autres espèces d'homo qui coexistaient, d'ailleurs c'est une chose que l'on oublie à l'époque, l'Homo erectus, et c'est ce que l'on voit tout de suite, qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas encore sur l'Homo sapiens, mais il y a production de biface avec un sens de la symétrie. Donc il y a une sorte d'évolution conceptuelle et je dirais esthétique qui s'est produit en même temps. Et plus tard, très proche de l'Homo sapiens sapiens, 300 000 années, un cerveau qui est un petit peu inférieur en volume de celui de l'Homo sapiens,
des offrandes funéraires, et donc l'idée qu'il puisse y avoir même des systèmes symboliques et religieux qui apparaissent chez des ancêtres qui ne sont pas l'Homo sapiens. Et enfin, évidemment, l'Homo sapiens qui est capable, il y a 30 000 ans, de faire des œuvres d'art qui rivalisent facilement avec celles de Marcel Duchamp et du Nu descendant l'escalier, ou de Marais et de la chronophotographie. Évidemment, il y a expansion du cortex cérébral dans son ensemble, et aussi, surtout, du cortex préfrontal, très sélectivement, ainsi que du pariéto-temporal singulaire, qui constitue un réseau sur lequel je reviendrai dans quelques minutes, avec un développement d'asymétrie droite-gauche. Il y avait aussi, en même temps que ces œuvres d'art plastique, des musiques qui est apparue déjà, dont les témoignages ont été recueillis et qui ont été produits il y a 40 000 ans. Donc voilà une évolution, je dirais, génétique brossée très rapidement. Et je souhaiterais illustrer ce côté inné d'un ensemble de fonctions cérébrales importantes du cerveau de l'homme en comparant le cerveau du nouveau-né au cerveau de l'adulte et plus particulièrement les voies de projection ou d'association à longue distance sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. Et aussi sur les capacités déjà à reconnaître la parole chez un nouveau-né de quelques semaines. Et ce qui est absolument surprenant, c'est que ce travail qui a été fait par Madame Dehaene Lambert, l'épouse de Stanislas Dehaene, montre cette remarquable constance. Ça veut dire que déjà, chez le nouveau-né, l'essentiel des grandes fonctions du cerveau sont déjà en place, sans être complètement déployées, évidemment. Il va y avoir de la variabilité qui va naître, je vais en parler, bien sûr. Mais ça vous donne quand même une idée de ces dispositions innées pour le petit de l'homme, les capacités au langage parlé, la reconnaissance des visages, la distinction être vivant, objet inanimé, la conscience primaire, empathie, sympathie, et même l'accès à la conscience. Donc, voilà, simplement illustré, et c'est une confirmation donc de ce chapitre que j'ai mentionné de l'homme neuronal, illustrer qu'il y a bien des dispositions universelles propres à l'Homo sapiens et qui permettent en particulier, c'est un aspect que je développe avec Pierre Boulez, bien entendu, et Philippe Banoury, à la création artistique en particulier. D'ailleurs, pour illustrer ces points, j'introduis avec un accompagnement du marteau 100 mètres de Pierre Boulez un exemple où il y a une détermination génétique monogénique simple, qui d'ailleurs n'est pas entièrement comprise, qui existe aussi dans quelques autres maladies importantes, comme la phénylcétonurie, l'anencéphalie, que sais-je. Il y a un certain nombre d'exemples bien établis, où un déficit génétique simple entraîne une perte de fonction très caractéristique du cerveau humain. Et là, une disposition particulièrement subtile, qui est la capacité à reconnaître des intervalles musicaux. Et donc, chez ces sujets à musique, cette disposition est perdue, et il y a des anomalies qui ont été reconnues au niveau de la substance blanche, je reviendrai là-dessus, et le cortex frontal, on en reparlera. Donc, nombreuses maladies monogéniques et une enveloppe génétique de grandes fonctions du cerveau de l'homme, entre autres cette disposition à l'art. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'avais déjà soulevé la question dans l'homme neuronal, et c'est une question qui reste non résolue, je tiens à dire, et pour lesquelles j'espère les biologistes moléculaires vont faire des progrès récents dans les années à venir.
si on compare le nombre de gènes chez la souris et l'homme, on trouve le même. Ce paradoxe, je l'avais appelé paradoxe de non-linéarité de l'évolution de la complexité du cerveau avec la complexité du génome. C'est-à-dire que, en d'autres termes, ou dans les mêmes termes, le cerveau, la complexité du cerveau s'accroît de manière spectaculaire. Vous avez vu même la transition entre Homo habilis et Homo sapiens qui est extraordinairement rapide, qui se produit en quelques centaines de milliers d'années. Sur le plan génétique, c'est un changement ultra rapide et aussi ultra impressionnant sur le plan des performances. Eh bien, les données génétiques, jusqu'à présent, n'apportent pas, si j'ose dire, une explication sérieuse. Donc, il y a certes des différences génétiques entre le chimpanzé et l'homme, mais elles sont modestes et on ne peut pas dire qu'il y ait un gène de l'hominisation qui soit entré en action. Personne ne l'a trouvé. Il n'y a pas un gène pour les mathématiques, il n'y a pas un gène pour la musique. Il y a des mutations géniques qui entraînent des pertes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un gène de la musique. C'est ça que je veux arriver à vous dire. Il y a une relation entre le génotype et le phénotype qui est encore extrêmement mal connue. Et pour aller dans le sens de ce que a été dit par Alain ce matin, si on s'intéresse aux maladies génétiques, il y a bien entendu parmi elles des maladies psychiatriques et qui nous concernent tous, car il s'agit d'un fardeau considérable pour nos sociétés, avec Alzheimer, schizophrénie, autisme. Et à l'Institut Pasteur, Thomas Bourgeron a été un pionnier dans la découverte des aspects génétiques de l'autisme, montrer que c'est une prédisposition à l'autisme familial. Et dans ces prédispositions familiales, on distingue un certain nombre de gènes. Et dans ses premiers travaux, il était au département, il est toujours de neurosciences à l'Institut Pasteur, il a trouvé 400 gènes, tous codant pour des protéines synaptiques. Donc c'est bien la synapse, les gènes, un peu de nombre de gènes. Évidemment, il a poursuivi son travail, et d'autres laboratoires également. Et là, vous avez une idée, ça c'est chaque chromosome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et les mutations qu'il a sont des mutations de novo qui entraînent l'autisme ou l'Asperger. Et comme vous voyez, il y en a un nombre, depuis que ces gènes ont été découverts, considérable. J'ai mis 200 gènes qui sont bien identifiés, mais il y en a peut-être 500 ou plus. Les mêmes études ont été faites en parallèle sur la schizophrénie, même résultat. Et parfois même des gènes en commun. Donc, il est clair qu'il n'y a pas... Il faut totalement oublier, dans le cas du système nerveux central, cette relation de la biologie moléculaire traditionnelle chez la levure, un gène, une protéine, une fonction. Oubliez ça. Pas un gène, une protéine, ça c'est toujours vrai, mais l'aspect fonction et phénotype, si j'ose dire, pose un problème extrêmement sérieux dans le cas du système nerveux central. Et déjà, pour établir, si vous voulez, la relation entre le génome et une connectivité élémentaire, je veux dire qu'on connaît des mutations, encore une fois, qui interrompent, mais on n'arrive pas à comprendre quels sont les déterminants qui permettent de construire d'une manière très robuste, et ça c'est un point très important, le même type de réseau dans tous les cerveaux humains. Je pense des grandes catégories. Et l'idée, c'est qu'on est amené à faire une nouvelle proposition, qu'il s'agit de groupes cohérents de gènes qui interviennent, et ce n'est plus du tout un gène, une fonction, mais un réseau de gènes qui codent pour des réseaux de connexion dans le cerveau de l'homme, suivant des mécanismes qui sont, je dois dire, pas très bien connus.
Et c'est la raison pour laquelle il faut penser à, dans ce contexte, des idées complémentaires qui nous orientent la recherche. Une première idée, c'est de dire que parmi ces gènes, vous avez ce qu'on appelle des gènes de régulation, c'est-à-dire que la mutation d'un gène va se produire au cours du développement du cerveau et affecter, par exemple, la surface, le nombre de colonnes, de manière relativement quantitative, mais ce faisant, changer à un coût de gènes extrêmement faible, un phénotype cérébral de manière spectaculaire. C'est ce que je pense qui arrive. Et l'autre aspect, c'est que, évidemment, il y a d'autres processus qui interviennent. Et ces processus sont appelés épigénétiques. Et je pense que c'est un des points majeurs de l'homme neuronal que d'avoir souligné l'importance de ces processus d'épigénèse et d'avoir proposé et développé ce modèle qui a été réalisé avec Courrèges et Danchin de sélection synaptique au cours du développement. L'idée étant qu'on a affaire à des processus de sélection emboîtés les uns dans les autres, et ces processus de sélection, vous avez eu ce matin un exposé d'Alain Prochant qui montre le détail de ces mécanismes de sélection tels qu'ils peuvent avoir lieu au cours du développement et qui conduisent à ce qu'on appelle l'amblyopie fonctionnelle, par exemple, chez le nouveau-né. Si le nouveau-né n'a pas été exposé à une expérience visuelle assez tôt au cours du développement, eh bien, il va y avoir une sorte de cécité corticale qui va se passer, qui est due à des erreurs dans la connectivité qui persistent très longtemps. Et ça, je pense que c'est un point qui peut intéresser, je dirais, les personnes concernées par Freud, que dans une situation comme celle-là, l'expérience est nécessaire. C'est-à-dire l'expérience avec le monde extérieur est nécessaire au développement harmonieux du système, et cela d'une manière emboîtée en fonction du temps, vu que le développement du cerveau chez l'homme se produit en environ 15 ans, parfois plus. Et si vous regardez un nouveau-né les yeux dans les yeux pendant une seconde, eh bien, il va y avoir 10 millions de synapses qui sont produites dans son cerveau. Donc vous imaginez l'extraordinaire type de développement qui se produit dans notre cerveau. C'est une espèce de foisonnement de synapses pendant les premières années de l'enfance. Et évidemment, cette interaction avec le monde extérieur en permanence. D'ailleurs, quand on a la garde, étant grand-père, d'un enfant de 3 ans, on ne sait plus où donner de la tête, parce que, évidemment, nous ne fonctionnons pas de la même manière, mais lui, il fonctionne en stabilisant ses synapses, en touchant à tout, en mettant tout à sa bouche, etc. Et pendant ce temps-là, évidemment, les mémoires s'accumulent dans le système nerveux central, et on arrive à la stabilisation des synapses adultes. Alors, un point très important que je voudrais souligner ici, c'est on peut démontrer mathématiquement, c'est ce qu'on a appelé le théorème de variabilité, que quand on a un système darwinien qui se produit dans la sélection de synapses en fonction de la relation avec le monde extérieur, comme je disais, certaines synapses sont stabilisées, d'autres sont éliminées. J'ai même dit dans l'homme neuronal, apprendre c'est éliminer. Bon, ça reste tout à fait vrai, mais une des implications qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment appréciée, c'est ce théorème de la variabilité qui est que le même message afférent peut stabiliser des distributions de connexions différentes, mais présentant les mêmes rapports entrée et sortie. C'est-à-dire que notre cerveau varie de manière considérable entre individus. Il n'y a pas 2 cerveaux identiques, et non seulement sur le plan génétique, mais aussi, et surtout sur le plan de la relation avec le monde extérieur, mais que néanmoins, nous sommes capables de nous comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire nous comprendre? Ça veut dire que nous avons dans notre cerveau des invariants, ne serait-ce que des invariants de sens, qui fait que non seulement on peut parler entre nous et se comprendre, mais que aussi on peut parler un japonais
et que ce Japonais peut comprendre ce qu'est la couleur bleue ou quel est l'usage d'un téléphone portable. Donc cette notion est évidemment extrêmement importante parce qu'elle nous permet donc de considérer qu'il y a à la fois de la variabilité épigénétique et en même temps l'existence d'invariants fonctionnels qui font que nous avons des quantités de dispositions en commune et robustes entre êtres humains. Alors pour laisser quand même une marge originale à la variabilité, il y a non seulement la variabilité individuelle, mais il y a la variabilité culturelle. Et ce qui est important de souligner, c'est que cette variabilité culturelle va contribuer à l'inscription de circuits culturels neuronaux dans notre cerveau. Et l'idée est due déjà à Desjrine, qui avait montré que certaines lésions de la substance d'ange peuvent produire une alexie sans agraphie, c'est-à-dire que le sujet ne sait plus lire, mais continue à écrire. C'est-à-dire qu'il y a des circuits non seulement pour l'apprentissage du langage écrit, qui est évidemment une découverte humaine, hein, c'est pas l'homo sapiens en Afrique ne savait ni lire ni écrire, c'est une acquisition historique des sociétés humaines que d'avoir inventé l'écriture et d'avoir la possibilité avec notre cerveau en développement, comme je vous l'ai illustré, à l'âge de 5 ans, les dispositions qui permettent la mise en place d'un système défini d'écriture qui est en accord avec ce que justement notre programme génétique nous propose. Et je pense que c'est Desjrine qui a été un des pionniers dans ce domaine. Et on sait maintenant que le cerveau d'un sujet illettré est très significativement différent, sur le plan de la connectivité évidemment, du cerveau d'un sujet alphabétisé. Et ce travail a été poursuivi, initié par, après Desjrine par ce groupe portugais et suédois, et par Stanislas de manière plus globale. Et il y a donc une appropriation épigénétique de circuits neuronaux qui retiennent l'empreinte culturelle et qui persistent chez l'adulte. Et il y a évidemment plusieurs étapes qui se produisent au cours de ces 15 ans de synaptogénèse cérébrale et avec ces diverses périodes critiques pour l'apprentissage des nombres, des symboles, etc., qui correspondent évidemment à l'acquisition non seulement du langage oral et écrit propre à une culture, mais aussi les systèmes de croyances et règles éthiques, etc. Il y a donc, comme le disait Vygotsky, qui a été réellement un pionnier dans ce domaine, il y a une internalisation de l'environnement physique, social et culturel qui se produit au cours du développement de l'enfant. Alors, je ne sais pas combien de temps, si j'ai... Plus beaucoup. Bon, je vais quand même vous esquisser ce thème 3 et puis je laisserai le soin à Alain de poursuivre sur la suite que j'avais un petit peu prévue, mais peu importe. Donc, il est évident que lorsque nous contemplons un tableau ou entendons une musique de Boulez, au niveau de nos organes des sens, il y a un ensemble de transitions moléculaires allostériques qui transduisent le signal visuel ou extérieur ou le signal auditif en activité électrique et qui vont se propager à travers des aires spécialisées du cortex cérébral. Au passage, vont évoquer des mémoires qui vont elles-mêmes être évaluées sur le plan émotionnel. Et il va y avoir finalement, après cette analyse, ce recrutement
de valeurs émotionnelles, une synthèse qui va se produire au niveau du cortex préfrontal et de l'accès à la conscience. Et c'est ce qui nous amène, je dirais, à la prise de conscience et comment envisager cet accès à la conscience. Et ça, c'était déjà en germe dans l'homme neuronal, mais c'est nouveau. C'est ce travail que nous avons réalisé avec Stanislas depuis plus de 15 ans maintenant, puisque le travail original date de 1998 et qui reçoit un accueil assez positif. Il y a toujours des débats, bien sûr. Et ce n'est qu'un début et une entrée dans un monde qui est celui de l'objectivation du subjectif. Et l'idée, c'est qu'il existe un espace conscient dans notre cerveau qui est un espace physique, et que cet espace physique réunit diverses modalités, qui peuvent être, si certains d'entre vous sont encore conscients et pas dans le sommeil d'une bonne sieste, ils sont à la fois sensibles à ce que je dis, à ce qu'ils voient, à leur mémoire, et tout ça, c'est réuni dans un espace défini, un espace conscient. Et donc, je vais terminer bientôt. Donc, cet espace conscient, on peut le considérer comme physiquement possible si on a un certain nombre de neurones avec des axones longs qui vont interconnecter ces divers territoires du cerveau et constituer ce que nous avons appelé un espace de travail neuronal conscient. Et l'idée, c'est que l'expérience consciente correspond à un embrasement de cet espace neuronal conscient qui est distribué à l'ensemble des territoires corticaux mis en connexion par ce réseau. Je tiens à vous dire que ces signaux d'ignition ont été enregistrés et sont une réalité. Ils coïncident réellement avec l'expérience subjective du sujet. Il y a encore beaucoup à faire dans le domaine, c'est sûr, mais au moins on a un certain nombre de paramètres et on peut, comme vous voyez ici, avoir un traitement conscient par rapport à un non conscient. Donc il existe une physico-chimie de la conscience qui va être l'étude de ces territoires et de leur activation. Et voilà le modèle qu'on a proposé avec Stanislas et qui semble avoir quand même un certain nombre de soutiens. Je ne dis pas que c'est un soutien unanime, il y a des commentaires critiques, il y a certainement celui de l'insuffisance, mais au moins l'idée c'est que quand les signaux restent au niveau, par exemple, du système visuel, traitement subliminal non conscient, on voit ici que si cette stimulation passe un certain seuil, il peut y avoir embrasement et accès à la conscience. Donc il y a traitement conscient et non conscient, et contrairement à ce qui a été dit, certaines rumeurs, il est évident que je considère que le non conscient est très important. C'est presque l'essentiel de nos activités cérébrales. Et évidemment, se greffe un espace conscient qui va, évidemment, et comme ça a été dit aussi ce matin, inhiber les fonctions sous-corticales et même avoir accès à la référence au soi. Et ça, ce sont des expériences qui ont été faites de méditation. Au début, je n'y croyais pas beaucoup. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et finalement, Hans Lou, qui était mon interlocuteur, m'a dit, écoutez, il faut trouver une expérience qui te convainque. Je lui ai dit, il y a celle, évidemment, de la dépendance aux drogues, de la toxicomanie, où le sujet a une perte de contrôle. C'est effectivement, il continue à prendre de la drogue en s'intoxiquant, tabac, l'alcool, etc., sachant qu'il se détruit lui-même. Il est parfaitement conscient qu'il se détruit, mais il le fait quand même. Et si c'est le cas, ces systèmes paralimbiques de référence au soi devraient être altérés. Et c'est ce que l'on a observé dans un cas chez les joueurs pathologiques
je ne me considère pas comme un joueur pathologique, mais je suis collectionneur de tableaux et c'est quand même une certaine forme d'addiction. Enfin, qui est sous contrôle, parce que si elle n'est pas sous contrôle, on ruine sa famille et évidemment, c'est une situation un peu dramatique. Mais juste pour dire, et terminer là-dessus, que on a accès désormais à la conscience de soi, si j'ose dire, en même temps que la conscience du monde extérieur. Alors, je conclus. Je vais peut-être montrer deux, trois. La conclusion et nous discuterons tout de suite. La conclusion, c'est que je crois que c'est très important de revenir à la philosophie morale, si j'ose dire. Moi, j'étais président du comité d'éthique en France pendant 6 ans, et je veux dire que c'est une expérience qui m'a laissé beaucoup de traces dans mon cerveau. Et évidemment, la question est de savoir comment le neurobiologiste réagit aux questions d'éthique. Bon, juste pour dire qu'on a les moyens de créer un programme de recherche sur cette question. C'est surtout ça que je veux dire. On peut arriver à avoir une compréhension qui soit à la fois neurobiologique, psychologique et philosophique, qui nous permettent au moins d'avoir une réflexion sur ce sujet. Merci beaucoup. Tu parlais déjà d'épigénétique dans l'homme neuronal? Ah oui, c'est... non seulement j'en parle, mais c'est un des chapitres les plus importants, qui est resté. Qui est resté le plus important. Oui, et d'ailleurs, je dirais, dans les sciences humaines, en dehors de la France, par exemple en Norvège ou en Hollande, par exemple, c'est ce qui retiennent surtout de l'homme neuronal, et plus que d'autres livres que j'ai pu écrire. C'est évidemment un lien, je pense, avec les sciences humaines. Oui, et puis c'est bon, ça s'est largement développé depuis, et puis au fond, ça permet de réconcilier, d'apaiser beaucoup d'inquiétudes relatives à la génétique. Ah oui, non, mais moi, je n'ai pas, étant d'origine biologiste moléculaire, sur ce plan-là, je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes, parce que moi, dès l'homme neuronal, j'avais souligné le paradoxe de la relation entre le très petit nombre de gènes et l'extraordinaire complexité que nous avons. Donc, il ne peut pas y avoir une relation simple. La relation ne peut pas être simple, mais elle existe. Et c'est-à-dire une lésion d'un élément du système génétique inclus. Il faudrait mieux que tu viennes là, tu parles à moi et je vais te parler. Entraîne évidemment des perturbations dans le système. Oui. Mais je crois qu'une erreur classique, c'est de dire on a un ou des gènes qui soit entraînent un déficit, soit au contraire augmentent, parce que maintenant c'est la mode. C'est la mode. C'est l'augmentation du cerveau, on met une dizaine de gènes dans le cerveau du nouveau-né, on a un homme surhomme. Ça, c'est des visions qui sont totalement inexactes et que l'on ne maîtrise pas par ce marché, d'où le danger d'intervenir à ce niveau-là d'une manière inconsidérée. Il doit y avoir un micro qui peut circuler.